La campagne agricole 2021-2022 a été mauvaise dans l'ensemble la foi de la Confédération paysanne du Faso. Le Burkina Faso risque une catastrophe alimentaire. Près de 12% de la population ont besoin d'assistance alimentaire d'ici au mois d'août 2022. Les causes de la situation, la pluviométrie, les crises sécuritaires et sanitaires, mais aussi les autorités burkinabées. Explication dans ce 20h. Dans ce journal, on rend hommage à une grosse pointure du cinéma africain décédée le 18 février 2018. Vous l'avez deviné, il s'agit de Idrissa Ouedraogo. Ce matin au cimetière de Gouin, les proches du défunt se sont inclinés sur sa tombe 4 ans après sa disparition. Les images tout de suite. Et puis dans la sous-région, Bamako durcit le ton face à Paris. L'agent au pouvoir a été catégorique sur le mot de retrait des troupes françaises. Pour elle, le départ des troupes doit être immédiat, refoulant ainsi le retrait échelonné proposé par Paris. Voici donc pour le sommaire de ce 5e rendez-vous de l'information de la semaine. Bonsoir et merci de nous rejoindre. La Confédération paysanne du Faso tire la sonnette d'alarme sur la situation alimentaire au Burkina Faso. La campagne agricole 2021-2022 a été très mauvaise, a-t-elle déclaré ce soir même lors d'une conférence de presse. Pour la Confédération paysanne du Faso, la situation est alarmante et près de 12% de la population ont besoin d'assistance alimentaire d'ici au mois d'août 2022. Abdourahmane. La campagne agricole 2021-2022 a été très mauvaise selon la Confédération paysanne du Faso qui évoque des risques de catastrophe alimentaire. La cause de cette situation, l'indisponibilité des intrants agricoles, la mauvaise pluviométrie et surtout la crise sécuritaire qui a empêché près d'1 million de producteurs de cultiver. La Confédération paysanne du Faso note une production déficitaire dans plusieurs régions du pays, dont la plupart sont fortement touchées par la crise sécuritaire. Plus de 60%, les producteurs ont estimé que la campagne agricole a été très mauvaise. La situation est encore plus alarmante. Les régions du Nord, le centre-Nord, du centre-Est et de l'Est, où plus de 80% des exploitants agricoles ont apprécié très négativement les résultats de la campagne. Environ 67% des exploitants familiaux estiment ne pas pouvoir couvrir leurs besoins alimentaires. En conséquence, selon les cadres harmonisés, près de 2,7 millions de personnes pourraient avoir besoin d'une assistance alimentaire d'ici le mois d'août 2022, soit 12% de la population globale. L'État est responsable de cette situation selon les conférenciers. Ils sont remontés face à l'absence d'une véritable politique agricole qui permette aux producteurs d'avoir accès aux intrants à temps et de faire des cultures de contre-saison. Nous demandons effectivement qu'il y ait cette maîtrise des eaux de surface et l'exploitation aussi de la nappe phréatique. Et comment le faire? C'est-à-dire pourquoi ne pas effectivement apporter des appuis aux agriculteurs qui peuvent vous permettre effectivement de maîtriser des eaux de profondeur et de pouvoir produire en contre-saison. Si quelqu'un a un forage agricole, ça veut dire que depuis le mois de janvier, il a commencé sa production et déjà en mars, on peut avoir sa première récolte, que ce soit en céréales, que ce soit sur les légumes, les cultures maraîchères, on va pouvoir combler le vide. La Confédération paysanne du Faso invite donc les nouvelles autorités à prendre des mesures urgentes pour répondre aux besoins alimentaires des populations en soutenant les ménages vulnérables et les producteurs déficitaires. De prendre des mesures immédiates pour le renforcement du stock de sécurité et d'intervention.
Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En attendant, on poursuit ce journal avec les Sentinelles de la démocratie, une organisation de la société civile qui a tenu son assemblée générale ce jeudi 17 février 2022. Hier donc, à Ouagadougou, un rendez-vous avec tous ses membres pour présenter et valider leur mémorandum formulé à l'endroit des nouvelles autorités et aussi présenter les différentes activités qui seront menées dans les jours à venir. Yassine Sawatko. C'est un mémorandum de 33 pages subdivisé en 6 grandes parties que les sentinelles de la démocratie ont présenté à leurs membres. Du volet sécuritaire à la réconciliation nationale, en passant par la cohésion sociale, la relance économique et la diplomatie, tous ces aspects ont été abordés dans ce document. Un mémorandum validé par les membres qui sera par la suite remis aux nouvelles autorités comme proposition pour une transition réussie. C'est juste pour adopter ce document et à la suite de cette assemblée générale, le document sera transmis à qui des droits pour que ça puisse servir à toute la nation entière. Il faut dire aussi que c'est une manière pour les sentinelles de la démocratie d'apporter une contribution dans la gestion de la transition. Le document est composé de plusieurs éléments. À l'intérieur, nous avons pris le volet sécuritaire, que nous avons essayé de donner notre vision des choses. Il y a le volet économique, il y a le volet diplomatie, il y a le volet réconciliation et cohésion sociale dans le document. Pour le président des Sentinelles de la démocratie, le Burkina Faso a besoin de se réconcilier avec tous ses fils et filles. Seul gage, selon lui, pour venir à bout de la crise sécuritaire. On a remarqué que le terrorisme au Burkina Faso, ce n'est pas les gens qui quittent ailleurs pour venir nous attaquer. Ce sont nous-mêmes, nos propres frères, qui se sont rebellés contre d'autres frères. Donc nous avons jugé bien que cette crise-là ne peut pas seulement être gagnée par les armes, mais il y a aussi le volet réconciliation. Voilà, il faut aller vers la population, chercher à comprendre ce qui n'a pas marché et puis essayer de concilier les cœurs pour qu'on puisse en tout cas retrouver la paix. Des campagnes de sensibilisation des populations sont au programme du mouvement Les Sentinelles de la démocratie dans les jours à venir, dans le but d'accompagner le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration pour une transition réussie. L'initiative africaine Stop Dépigmentation a organisé une conférence de presse hier également. Cette association interpelle la population, surtout la gente féminine, sur la pratique de la dépigmentation. Elle demande aux populations de revenir sur leur identité. Et pour éradiquer cette pratique, l'association compte mener des actions fortes. Elle demande aussi l'accompagnement des autorités dans ce sens. Mamitriana Kamabo. La pratique de la dépigmentation au Burkina Faso prend de plus en plus de l'ampleur et est devenue le 3e problème de santé publique après le paludisme et les maladies respiratoires, selon l'initiative africaine Stop Dépigmentation IASD. Selon toujours cette association, le constat est que de nos jours, certains hommes encouragent leurs femmes dans cette pratique en prenant à leur charge les frais d'achat de ce produit éclaircissant. C'est au regard de ce constat que l'initiative africaine Stop Dépigmentation interpelle les autorités administratives et religieuses à se pencher sur la question et afin que des solutions durables soient trouvées à ce problème. Des solutions qui permettront l'interdiction de la vente et l'utilisation des produits éclaircissants sur le sol burkinabé. Notre stratégie va consister, comme je le disais, à avoir des plaidoyers auprès des autorités étatiques. Que ce soit les musulmans, que ce soit les catholiques, poser le problème, faire le diagnostic, qu'on fasse des prêches dans ces lieux de culte-là pour interpeller les fidèles par rapport à la problématique. L'initiative africaine Stop Dépigmentation IASD est une association qui se proclame apolitique. Son objectif est de lutter exclusivement contre la dépigmentation sous toutes ses formes et la promotion de la femme. L'association annonce des activités qu'elle compte mener pour apporter sa contribution dans l'éradication de cette pratique. Nous allons aussi aller dans des écoles pour animer des conférences publiques avec des élèves. Il y aura des conférences publiques aussi dans des lieux publics, de sorte à attirer l'attention de l'opinion publique
Et sensibiliser également les hommes. Vous savez que c'est les hommes qui incitent les femmes à devenir claires. Parce que l'Africain, pour la plupart, aime les femmes de teint clair. Mais nous ne sommes pas contre les femmes de teint clair naturel. Au contraire, nous les aimons. Nous sommes contre les femmes qui se dépigmentent et qui ont une peau, vraiment, et surtout souvent des odeurs, qui indisposent l'assistance, le voisinage. Donc nous sommes contre ces pratiques-là. La pratique de la dépigmentation a des conséquences néfastes sur la peau. On peut citer entre autres des maladies comme l'acné, le cancer de la peau et des problèmes de cicatrisation qui créent des complications lors d'une éventuelle opération chirurgicale. Des conséquences qui peuvent même conduire à la mort des patients. Aujourd'hui, 18 février 2022, le monde du cinéma se rappelle de la douloureuse journée du 18 février 2018. C'est exactement ce jour-là que le cinéaste burkinabé Idrissa Ouedraogo a rendu l'âme suite à un accident vasculaire cérébral AVC. Voilà donc 4 ans que le maestro du cinéma africain, comme on l'appelait, manque à ses proches, amis et collègues. Ainsi d'hommage à l'homme qu'il a été, ils se sont inclinés sur sa tombe à l'occasion de la commémoration de l'an 4 de sa disparition. Les images de cette commémoration au cimetière municipal de Goungé avec Fatima Tanikima. Idrissa Ouedraogo, figure emblématique du cinéma africain dans les années 80 et 2000, est un réalisateur et producteur burkinabé. Décédé à l'âge de 64 ans à Ouagadougou un 18 février, il a laissé derrière lui une quarantaine de films et de nombreux enseignements qui ne sont malheureusement pas perpétués selon ses héritiers. Allez s'incliner sur sa tombe à l'occasion de la commémoration du 4e anniversaire de sa disparition. Ses anciens élèves, collaborateurs et membres de sa famille biologique sont tous unanimes sur la générosité de l'homme qui attirait du monde de son vivant. Quand tu partais à la production d'Idrissa Ouedraogo ou dans son domicile, c'était boudé de monde. C'était tout un boudé de monde à n'importe quelle heure. Qu'il soit là ou pas, ils vont l'entendre. Ils vont l'attendre et puis parler avec lui. Peut-être certains pour des projets, mais une petite minorité. Mais la grande majorité pour venir exposer des problèmes, des cas sociaux, que toute personne qui viendra retournera de toute façon satisfaite. Aujourd'hui, vous constatez, est-ce que ce même monde-là est là? 4 après, jour pour jour, il est parti. Le cimetière est vide. Selon sa famille et ses héritiers dans le secteur du cinéma, le maestro du cinéma africain, comme on l'appelait, mérite mieux. À en croire ces derniers, Idrissa Ouedraogo, après tout ce qu'il a fait pour le monde du cinéma et pour certains burkinabés, mérite plus d'hommages que ce qui a déjà été fait. Notamment la salle de ciné Canal Olympia de Pissy qui porte son nom. Je me rappelle que le maire avait promis porter son nom sur une des routes de Ouaga. En fait, nous sommes en train d'attendre. Les œuvres d'Idrissa ne passent pas suffisamment dans les télévisions nationales. Privées, oui. Les débats autour de ces œuvres et tout, non, rien. Ça ne se fait non plus pas. El Hadj Barou Oumar Ouedraogo, petit frère et collaborateur du défunt, déplore aussi la suspension d'un projet en commun après son départ. Il s'agit d'un projet du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA qui devait couvrir les 13 régions. Mais malheureusement, ils n'ont pu couvrir que 6 régions. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de continuer dans les autres régions. Et ça m'attriste qu'on ne m'ait pas appelé pour qu'on continue l'œuvre, parce que de son vivant, il a eu pour les 13 régions. Comment se fait-il qu'après 6 régions, parce qu'il est parti, c'est terminé, on n'a pas continué le reste. Et pourtant, le projet était OK, que c'est moi qui ai fait le travail dans les trucs sous son appui. Voilà des choses qui attristent. La Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Burkina Faso, elle, promet rectifier le tir en ce qui concerne les hommages à lui rendre. Selon son président, des projets sont en cours pour honorer la mémoire de l'homme. Il y a des projets en ce sens, il y a le festival et la semaine
national du cinéma burkinabé qui est en préparation parce que l'année 2022, c'est l'année du cinéma burkinabé. Donc il y a beaucoup d'activités qui sont déjà en cours et donc je pense que c'est une année qui lui sera dédiée avec l'autorisation des autres membres de notre fédération. Et aussi, il y a les journées cinématographiques régionales qui se passaient dans les différentes régions. Je pense que Ouagadougou doit héberger ce festival-là. Je pense que c'est le festival qui va porter son nom. 4 ans après, sa veuve Sanata Ouedraogo présente au cimetière ce 18 février dit retenir de son défunt mari, un bon père aimant et un homme au grand cœur. Pour mémoire, le cinéaste Idrissa Ouedraogo, à travers ses nombreuses œuvres, a remporté plusieurs prix et distinctions lors des festivals à travers le monde, parmi lesquels on peut citer le Grand Prix du jury du Festival de Cannes en 90 et les Talons d'or de Nyeninga en 91. Et selon ses héritiers, il est plus que pressant de perpétuer son combat qui était de faire briller le cinéma africain partout dans le monde. Au petit matin de ce vendredi 18 février 2022, aux environs de 3 heures du matin, un incendie s'est déclenché dans un dépôt de planches non loin de la Sorbetière. C'est dans le quartier d'Agnoin, dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou. À cette heure passée de quelques minutes, soit un peu plus de 4 heures après le début de l'incendie, les soldats du feu étaient à pied d'œuvre pour restreindre les dégâts. À l'heure où nos reporters quittaient les lieux, l'incendie était presque maîtrisé. Pour l'instant, aucun bilan ne peut être établi. Néanmoins, on note d'importants dégâts matériels. Regardez ces images. Des planches et des appareils de travail calcinés, des tôles encore fumants et des soldats du feu en œuvre. Tel est le constat à notre arrivée sur les lieux du sinistre très tôt dans la matinée de ce 18 février. Cette scierie détruite par les flammes est située dans le quartier d'Agnoé de la ville de Ouagadougou. Si la source du feu est jusque-là méconnue, des enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Il faut le dire, la cour dans laquelle sont stockées les planches, c'est contigu à des maisons d'habitation. Donc le premier effort qui a été mené par les secours, c'était de lutter contre les propagations pour que ce feu violent ne se propage pas dans les maisons d'habitation. Donc la promptitude des secours en tout cas a permis d'éviter que le feu se propage dans ces maisons d'habitation. Arrivés sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à plusieurs difficultés, à en croire le capitaine Simplice Ouedraogo. Difficultés parmi lesquelles on note l'inaccessibilité de la cour. Cependant, ils sont parvenus à l'extinction totale des flammes. Dans les environs, on n'avait pas un point d'eau accessible et donc il fallait vraiment aller dans une des casernes pas trop loin d'ici, à savoir la 10e compagnie d'incendie de secours, pour se ravitailler en eau parce que la densité du feu était telle qu'il fallait avoir une capacité hydraulique disponible pour pouvoir maintenir le feu dans son volume initial. Abdoulaziz Soré, un des témoins oculaires de cet incendie, revient sur les faits. L'incendie là, ça a commencé à en avait de 2 heures. Comme c'est du bois aussi, donc on ne peut pas éteindre ça rapidement. Bon, moi je dormais, j'ai attendu les gens la crier. Donc c'est à ce moment que moi je suis couru sorti. Comme je suis à côté, c'est à ce moment que je suis couru sorti. Bon, c'est juste les voisins qui commencent à venir pour aider à éteindre. Avec lever des chaux pour essayer d'éteindre ça. Quand nous quittions les lieux, la promptitude des sapeurs-pompiers a permis d'éviter la propagation du feu vers les maisons d'habitation. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais de nombreux dégâts matériels constatés. Cependant, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers recommande le strict respect des règles de stockage dans les établissements à risque. Après 9 ans de lutte contre les groupes armés au Mali, la France annonce son départ de cet état de la sous-région. Les forces françaises et Takuba sont indésirables par la junte malienne, insatisfaite des résultats de la force Barkhane. La décision de quitter le Mali est actée pour Atiana Serge Oulon, spécialiste des questions sécuritaires. Le départ de Barkhane était prévisible et sonne comme une victoire pour la junte au pouvoir. Ce retrait de Barkhane laisse le Mali face à ses responsabilités et le Burkina Faso risque de ne pas être épargné par cette décision. Voici pour vous le point de vue de Atiana Serge Oulon dans cet élément signé Michael Tougré.
se trouve à la frontière malo-burkinabé. Surprise ou pas, le départ des forces françaises Barkhane et Takuba du Mali était prévisible. L'escalade verbale entre Bamako et Paris avait fini, selon Atiana Serge Oulon, par atteindre le point culminant de la crise qui oppose la junte malienne aux autorités françaises. Un froid diplomatique qui a précipité le retrait de Barkhane après 9 ans de lutte contre les groupes armés au Mali. C'est un départ forcé à la limite de l'expulsion. Je ne pense pas que en décembre 2021, les Français, ou peut-être il y a 6 mois, ils avaient l'idée de quitter de cette façon. Vous êtes dans un pays, vous discutez de votre présence, vous discutez de votre départ sans consulter ou sans demander l'avis des Maliens. Et vous avez vu le dernier sommet, justement, le Mali n'a pas été invité pour participer à des échanges sur la coopération. Or, ce n'est pas une coopération multilatérale. Ainsi, Barkhane et ses alliés sont contraints de plier bagages au Mali. Avec ses milliers de soldats et un impressionnant dispositif militaire, la France doit se repositionner dans le Sahel pour continuer sa lutte contre les terroristes. Et selon Atiana Serge Oulon, cette rupture de coopération militaire entre le Mali et la France est un échec de la politique sécuritaire française au Mali. Un départ qui sonne comme une victoire pour Bamako, selon le spécialiste des questions sécuritaires. La première des conséquences est la responsabilisation des Maliens pour faire face à leur devoir régalien d'assurer la sécurité et la paix sur l'ensemble du territoire malien. L'autre élément, c'est que c'est le pays qui s'affirme aussi en termes de souveraineté, parce que l'histoire retiendra que dans l'espace ouest africain, et surtout des anciens pays, des anciennes colonies françaises, le Mali, en 2021-2022, s'est posé comme un interlocuteur respectable et respecté vis-à-vis des Français pour discuter d'égal à égal. Avec ce retrait de Barkhane et Takuba, Assimi Koïta et ses camarades doivent assumer le destin du Mali dans la lutte contre les groupes armés. Une décision pour le Mali de s'affirmer dans sa volonté d'autodétermination. Et les conséquences pour le Burkina Faso, à en croire Atiana Serge Oulon, pourraient accentuer la menace terroriste. Dans les 3 pays, Mali, Niger, Burkina, sont pratiquement les mêmes, avec des acteurs qui se complètent. Donc il n'est pas exclu que la situation en fait aussi soit une sorte de menace, mais en même temps ça peut être une opportunité aussi pour le Burkina, le Mali, de pouvoir peut-être se mettre davantage ensemble, surtout qu'il y a aussi un changement politique ici et que nous avons à la tête des chefs militaires ou des présidents qui sont de la même génération, qui peut-être se connaissent, qui peut-être se sont parlé. Avec cette décision, Barkhane et Takuba se donnent une période de 4 à 6 mois pour quitter définitivement le Mali. Dans cette lutte contre les groupes armés, Barkhane avait déployé sur le territoire malien un peu plus de 4500 soldats. Et on reste sur le Mali. Les autorités ont demandé ce vendredi 18 février 2022 à la France de retirer sans délai ses soldats du Mali au lendemain de l'annonce par Paris et ses partenaires d'un retrait échelonné sur les prochains mois. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, qualifie l'annonce du désengagement français de violation flagrante des accords entre les 2 pays. Au lendemain de l'annonce du retrait des troupes françaises au Mali, la junte au pouvoir a exhorté à la France de retirer son armée sans délai. Vendredi, le gouvernement malien, dirigé par l'armée, a ainsi remis en cause le projet parisien de se retirer sur plusieurs mois, ajoutant que depuis 9 ans, les résultats de l'engagement militaire de la France n'ont pas été suffisants. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Le retrait de la France devrait également entraîner le départ du Mali de la petite force européenne Takuba créée en 2020. Mais le gouvernement malien se veut rassurant et confirme que les forces maliennes ont renforcé leurs effectifs. Les autorités de la transition, dans l'exercice de leurs droits souverains, ont entrepris des actions volontaristes pour diversifier les partenariats, consenti d'énormes efforts, permettant ainsi la montée en puissance des forces armées maliennes et l'amélioration significative de la situation sécuritaire sur le terrain depuis 6 mois, notamment en vue de créer les conditions sécuritaires
pour la tenue d'élections. En réponse à cette demande malienne, le président français Emmanuel Macron a assuré lors de la seconde journée du sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles que les troupes françaises partiront de façon ordonnée. Cette décision, qui est le fruit d'une évolution de la situation politique et des choix souverains de la junte en responsabilité au Mali, s'appliquera donc. Elle s'appliquera simplement en bon ordre pour que nous continuions d'assurer pendant cette période la sécurité de la MINUSMA et la sécurité de toutes nos forces armées déployées aujourd'hui au Mali. Sécurité avec laquelle je ne transigerai pas une seule seconde. À ce jour, près de 5000 soldats français sont déployés dans le Sahel dans le cadre de la force anti-djihadiste Barkhane, la majorité se trouvant au Mali. Et pour terminer, 40 chefs d'État et de gouvernement africains et 27 dirigeants européens sont réunis à Bruxelles, où le 6e sommet Union européenne-Union africaine a débuté jeudi. Un sommet de refonte de la relation Afrique-Europe. Les enjeux et les besoins sont colossaux. Les dirigeants se retrouvent 2 jours autour des tables rondes thématiques pour élaborer une série de projets concrets dans tous les domaines. Les dirigeants européens et africains ont entamé jeudi la réécriture de leur partenariat à l'ouverture du 6e sommet entre les deux parties à Bruxelles. Mot de fin d'Emmanuel Macron après avoir énuméré les nombreux défis auxquels le continent africain est confronté. Faire de ces retrouvailles une réussite 5 ans après Abidjan. Le ton a été donné dès le départ par les leaders africains, aller au-delà des formulations théoriques et revoir les mécanismes qui ont jusqu'ici montré leurs limites. L'Afrique développe une diversité de partenariats qui n'a pas la même histoire, ni peut-être la même ampleur que celle de notre partenariat avec l'Europe. Ces nouveaux partenariats ne sont pas moins pertinents et avantageux pour l'Afrique. Et de ce point de vue, sont dignes de respect et de prise en compte. Autre point susceptible de rendre les discussions tendues ce vendredi au Conseil européen, le débat sur les combustibles fossiles. L'Europe pousse pour un abandon des fossiles au profit de sources d'énergie plus propres. À son arrivée au sommet de l'Union européenne ce jeudi à Bruxelles, le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a reconnu qu'il y avait encore des divergences sur la question des énergies fossiles. La question est surtout de savoir jusqu'où l'Union européenne peut aller dans le financement de ce type de projet. Selon des observateurs, l'Union africaine veut que ce besoin soit pris en compte dans la déclaration finale qui sera publiée ce vendredi. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir honoré. Demain, je vous retrouve avec un plus grand plaisir pour votre journal. Mais restez sur Truth TV. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le Sport 3. C'est avec John William Somda et ses acolytes. Bonsoir.